Bonjour à tous, merci de vous connecter nombreux. Pascal, je te propose qu'on démarre. On démarre dans les temps. Donc, bonjour à tous, merci pour votre présence pour la troisième année consécutive donc, à ce webinaire dédié aux maladies rares, organisé dans le cadre de la Journée mondiale des maladies rares qui se tient le 28 février de chaque année. Et dans le cadre également des rendez-vous du GHU, vous le savez, on l'a mis en place dans le cadre de notre projet d'établissement 2021-2025. On est au 15e rendez-vous du GHU et les maladies rares constituent un axe majeur de ce projet. On est ravis de ce troisième rendez-vous commun avec les équipes d'HU-PSSD. Donc, comme à notre habitude, nous avons préparé ce webinaire avec la participation active des équipes et de nos patients. Et donc, on aura des témoignages, un ou des témoignages de patients tout au long de ce webinaire. Cette année, nous avons choisi d'intituler ce webinaire « Quelles avancées pour les maladies rares ?» L'objectif, pendant l'heure et quart que nous allons y consacrer, est de mettre en avant des évolutions et innovations variées. D'abord, celles réalisées par les professionnels de nos hôpitaux dans les parcours de soins des patients pour faciliter la transition enfant-adulte, améliorer les diagnostics, mieux accompagner les patients ou encore mettre au point des traitements d'avenir grâce à la recherche. Je remercie sincèrement une nouvelle fois la plateforme d'expertise maladies rares Paris Nord qui a préparé ce webinaire et à toute l'équipe qui se mobilise du coup chaque année pour préparer ce moment. On est donc dans la troisième année du fonctionnement de la plateforme. Elle fédère les acteurs locaux de nos deux GHU, donc le GHU Nord Université Paris-Cité et les HU PSSD. Et merci à Pascal pour sa présence. Il prendra la parole juste après. On associe les équipes de nos deux GHU, les professionnels de nos équipes et les associations de patients également avec qui nous partageons cette plateforme. L'action de la plateforme, c'est faciliter et renforcer les liens avec les professionnels de ville, les hôpitaux, les structures médico-sociales. Cette plateforme, elle apporte un appui administratif et logistique à nos centres, y compris dans le champ de la recherche. Sur cette dernière année, la plateforme a apporté une aide extrêmement importante pour préparer la relabellisation des centres. Nos centres sont labellisés par le ministère de la Santé. On attend les résultats de cette relabellisation dans les semaines qui viennent. Et un élément important à se rappeler, parce que ça donne la mesure du travail qui est fait par la plateforme, c'est qu'elle fédère 100 centres de référence de compétences et de ressources de nos deux GHU, donc une centaine de centres qui s'appuient sur les expertises de nos deux universités. Donc l'objectif, ça a été aujourd'hui également de mettre en exergue l'importance de l'activité de nos centres. Et juste après Pascal Deville, Juliane Léger vous présentera les données de la Banque nationale des maladies rares, la BNDMR pour les experts. Et donc, au titre de sa co-responsabilité médicale de la plateforme, elle nous présentera une cartographie de nos patients atteints de maladies rares et ce sera très intéressant de partager l'ampleur de notre champ d'action. Voilà, donc un grand merci pour la préparation, à tous les intervenants, à notre modératrice de séance aujourd'hui, le professeur Martine Cohen-Solal. Et Pascal, je te laisse la parole pour notre co-introduction. Merci Hélène, bonjour à toutes et à tous. Je crois que tu as tout dit, donc je vais un peu te paraphraser. Tout d'abord, je voudrais, alors c'est avec le même plaisir que je participe à ce énième webinaire organisé par la plateforme Maladies Rares, plateforme qui a été constituée, comme l'a rappelé Hélène Gilardi, par la réunion de nos efforts communs des deux groupes hospitaliers, des deux GHU, il faut bien le dire aussi avec le travail tout à fait structurant qu'a fait la Displace, je le salue, je crois qu'il est en ligne aujourd'hui. Voilà, donc moi je remercie beaucoup les organisateurs de ce nouveau webinaire qui ont
j'en suis sûr, nous ont concocté, en tout cas je m'en réjouis à l'avance, un programme extrêmement intéressant. C'est l'occasion de montrer tout ce qui est fait par la plateforme. Cette plateforme, elle a produit un gros travail de sensibilisation, d'information. Elle contribue à améliorer la visibilité de nos centres. Et je crois que c'est un point important, non seulement pour les acteurs de ces centres, les acteurs médicaux, paramédicaux impliqués dans ces centres, mais aussi beaucoup, je crois, pour les patients et les associations de patients qui les représentent. Et puis, ce travail, eh bien, il participe au travail, comment dire, cette plateforme, pardon, participe au travail de soutien de l'innovation, et tout ça mérite d'être rappelé. Il y a beaucoup, beaucoup de choses encore à faire, et je suis sûr qu'on a de l'avenir avec notre plateforme et nos centres. Alors, avenir, Hélène l'a dit, cette année, la plateforme y contribue. On est en campagne de relabellisation ou de nouvelle labellisation pour des centres nouveaux. Et je crois aussi que c'est un outil tout à fait important pour soutenir les équipes dans la constitution des dossiers, dans le conseil de façon toujours pertinente et efficace. Et on verra lorsqu'on aura les retours, mais je n'ai pas beaucoup d'inquiétude. Voilà. Les thèmes de ce séminaire mettent en lumière sont ceux qui ont été rappelés par Hélène Gilardi. Je ne vais pas les rappeler. Je salue également les modératrices, et je salue en particulier, outre Mme Colline Solal, si elle est bien modératrice, si j'ai bien compris, la présidente de l'association Pemphigus pemphigoïde, association qui est bien connue sur le site d'Avicenne et dans le service de dermato. Voilà, je vous souhaite un très bon webinaire, pardon. Je suis tout à fait impatient d'écouter les orateurs. Merci à tous. Merci. Merci. Juliane. Bonjour, moi je représente la plateforme Paris Nord et je vais vous présenter un travail qui a été fait au sein de la plateforme avec Marine Eskenazi qui est la chef de projet et Raphaël Bory. Et c'est vrai, à travers ce travail, nous avons souhaité voir quelle était finalement l'importance de l'activité maladie rare au sein des deux groupes hospitaliers universitaires, donc Paris Nord. Donc, vous voyez ici que la centaine de centres experts qui sont répartis dans les 9 hôpitaux de nos deux groupes hospitaliers universitaires. Et donc, nous avons essayé d'exploiter les données de l'année 2021. Et tout d'abord ici, vous voyez le résultat finalement de l'exploitation des données de la consultation. Et vous voyez que les maladies rares, finalement, représentent donc en 2021 presque 55 000 consultations maladies rares, soit 5% de l'ensemble des consultations, donc tout groupe hospitalier confondu. Et si on regarde dans le détail, ce qui n'est pas étonnant, c'est que finalement, c'est en pédiatrie que le nombre de consultations maladies rares est le plus important, puisque vous voyez que ça représente 18,5%, et le service d'odontologie de l'hôpital Bretonneau, 62% de leur activité sont en lien avec des maladies rares. Donc, retenez le chiffre global de 5% qui est vraiment intéressant. Et au niveau des hospitalisations, donc vous voyez les hospitalisations de jour et les hospitalisations conventionnelles, qui représentent respectivement 7% pour les maladies rares de l'ensemble des hospitalisations de jour et 4% pour les hospitalisations conventionnelles. Et là encore, on voit que dans les hôpitaux pédiatriques, en particulier l'hôpital Robert Debré, l'activité maladies rares hospitalisation représente 33% de l'activité de l'ensemble des consultations. Et puis pour finir, on s'est intéressé finalement à la répartition géographique des patients maladies rares, avec une file active en 2021 pour nos deux GHU qui est de 28 000 patients. Vous voyez que la majorité, bien sûr, sont pris en charge venant de l'Île-de-France, 82%, mais qu'il y a 18% des patients qui sont hors Île-de-France
16% hors l'Île-de-France et 2% hors France métropolitaine. Voilà, on voulait vous présenter ces chiffres parce que finalement, on a pu le faire grâce à la BMDMR et puis grâce aux activités PMSI de nos hôpitaux qui nous ont fourni les chiffres globaux. Et donc voilà, on voit ce que représente l'activité maladie rare au sein de nos 2 GHU. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Juliane. Ça permet de mettre un peu le doigt sur une quantification, sur une activité qui certainement augmentera encore davantage. Donc, sans plus tarder, je vais passer maintenant la parole à Élie Azoulay et à Monsieur Rossander pour nous parler d'un nouvel outil d'éducation, d'annonce diagnostique. Merci beaucoup. Donc, Élie Azoulay, donc je suis à l'hôpital Saint-Louis comme centre constitutif des microangiopathies thrombotiques, un centre qui est organisé par Paul Copeau à l'hôpital Saint-Antoine et par Agnès Véradier à l'hôpital Lariboisière. Et ce centre comprend plusieurs centres constitutifs. Nous, ici à Saint-Louis, nous le partageons avec le service d'immunohématologie pour partie de prise en charge initiale et suivi. Et justement, aujourd'hui, le projet s'inscrit dans le transfert de connaissances à partir de données cliniques. Les modalités que nous utilisons, c'est on définit un sujet qui est peu couvert, on essaye de l'investiguer par des méthodes un peu plus qualitatives que ne le ferait une étude clinique habituelle. Et on a en général 3 produits. Un produit qui est l'article scientifique classique, un deuxième produit qui est l'article qualitatif, qui est basé sur des entretiens semi-directifs, et un troisième produit pour transférer les connaissances probablement à un groupe de médecins plus jeunes ou un peu différents, qui est la bande dessinée. Donc aujourd'hui, le sujet concerne le pronostic à long terme des syndromes de microangiopathie thrombotique. Donc on sait très bien que ça n'est pas qu'une maladie aiguë et qu'à long terme, on observe en dehors des rechutes plusieurs comorbidités, des maladies cardiovasculaires, mais aussi des symptômes mentaux qui vont entrer dans tout un ensemble de maladies qui vont de l'anxiété à des choses beaucoup plus compliquées comme le stress post-traumatique. Le stress post-traumatique, c'est justement cette maladie qui complique un psychotrauma et qui comprend une intrusion par des souvenirs, une attitude d'évitement des sujets qui sont atteints, une humeur qui est dégradée et qui empêche d'avoir une vie normale, et puis un changement physique et émotionnel. Et la question aujourd'hui est de ne pas passer à côté de ce syndrome qui complique quand même beaucoup de maladies aiguës, mais aussi qui peut rentrer dans une phase chronique et nécessiter une prise en charge plus importante. Donc, dans cette étude, nous avons ciblé 2 syndromes de microangiopathie thrombotique, le syndrome hémolytique et urémique médié par le complément et le purpura thrombotique thrombocytopénique acquis. Et nous avons donc élaboré une étude de suivi dans un délai qui était entre 1 et 10 ans. On va voir qu'il est autour de 6 ans et nous avons eu les autorisations habituelles pour conduire ce genre d'études. Donc, nous avons réussi à contacter des patients qui étaient passés dans le Centre national de référence France entière et nous avons pu obtenir des interviews téléphoniques de 103 patients et des interviews semi-directives, des entretiens semi-directifs par téléphone avec ces patients qui ont permis justement de compléter l'avis qu'avaient donné les familles de ces patients et les soignants pour avoir un regard croisé sur les conséquences à long terme de cette pathologie. Premier grand résultat dans l'article scientifique habituel, c'est que contrairement à une pensée qui était littéralement acquise, les syndromes hémolytiques et urémiques à long terme, c'est-à-dire 60 à 72 mois après l'épisode aigu, ont exactement les mêmes complications à long terme que les purpura thrombotiques thrombocytopéniques, alors qu'on pensait que l'une était une maladie aiguë et l'autre une maladie beaucoup plus chronique. Il en est de même pour les symptômes mentaux, que ce soit les symptômes anxieux, dépressifs ou le syndrome de stress post-traumatique. Il est aussi réparti exactement de la même façon dans les 2 groupes de microangiopathie thrombotique. Et on le voit, en termes de syndrome de stress post-traumatique, on voit que les 3 domaines, l'intrusion, l'évitement et les signes, on va dire, parasympathomimétiques, eh bien, ils vont se distribuer exactement dans le CHU et le PTT de la même façon.
avoir un stress post-traumatique est moins fréquent chez les sujets masculins, beaucoup plus fréquent quand la MAT était très sévère et beaucoup plus fréquent quand 6 ans après, les patients ont encore besoin d'un traitement pour leur microangiopathie thrombotique. Je vous demande un peu d'attention sur ce graphe qui représente 4 courbes de couleur bleue, verte, marron et rouge. La couleur bleue, ce sont les patients PTT qui n'ont pas de stress post-traumatique, et la couleur verte, ce sont les patients, la couleur marron, ce sont les patients PTT avec un stress post-traumatique. Et on voit que les 8 domaines de la qualité de vie, tels que mesurés par l'échelle SF36, eh bien, on voit que le PTSD va induire une très grande altération de la qualité de vie chez ces sujets. Mais le plus surprenant et le résultat le plus inattendu dans cette étude, c'est que les patients qui ont un syndrome hémolytique et urémique vont moins bien que les patients PTT. Et quand on a un syndrome hémolytique et urémique et un PTSD, alors là, la qualité de vie, elle est vraiment réduite à pas grand-chose. Et ce sont des gens qui ont vraiment besoin d'un soutien qu'aujourd'hui, ils n'ont pas et qu'il va falloir développer. Et donc, avec le renouvellement de centres de référence, il y aura toute une partie qui est organisée par Paul Copo sur le regard, sur un suivi à long terme de ces patients. Alors, les entretiens semi-directifs, eux, ils apportent des éléments plus qualitatifs, des patients, des familles, des soignants, et 3 thèmes prépondérants ont été identifiés. Tout d'abord, initialement, une sensation de mort imminente. Les gens vont très bien, mais on leur dit qu'ils sont très malades. Ensuite, une maladie très compliquée à comprendre et l'intérêt de ces centres de référence qui maîtrisent la maladie et savent ce qu'il faut faire. Et puis ensuite, la peur de la rechute et l'isolement pour ces gens qui, souvent, pendant longtemps, sont privés de leurs habitudes, de leur travail. Et on a appelé justement ce travail qualitatif la métamorphose, puisqu'en fait, on va observer le suivi, au cours du suivi, non seulement des changements physiques, mais aussi des changements émotionnels qui font que les malades ont des questions très précises. Et justement, c'est ce qui a conduit à utiliser ces différents domaines, la notion d'expérience extrême, la peur du cathéter et tout ce qui est le manque d'intimité, mais aussi les rapports avec l'équipe soignante qui est extrêmement importante dans sa capacité à rassurer, sa capacité à informer et sa capacité aussi à guider les patients pendant le suivi. Et le but justement de cette étude-là, c'est d'abord d'avoir une publication en recherche qualitative, mais aussi de développer donc des bandes dessinées qu'on a ici appelées la traversée pour cette 3e bande dessinée du centre de référence, qui est justement la traversée par ces patients. Donc, c'est une bande dessinée dédiée aux patients et qui reprend les différents éléments qualitatifs dont je vous ai parlé et qui va permettre un transfert de connaissances très différent de ce que peut apporter une publication scientifique. Je vais passer la parole maintenant à Monsieur Rossander, qui est en ligne. Oui, je suis en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est très gentil à vous d'être là aujourd'hui et de témoigner de l'expérience que vous avez eue en tant que patient, et on est à votre écoute. Merci d'être là. Ben, ok, je ne sais pas par où commencer. Si mon expérience, je la commence il y a 15 ans ou je la commence il y a 2 mois. Parce qu'en fait, j'ai eu 2 épisodes qui sont espacés d'une quinzaine d'années. Donc, qu'est-ce que vous auriez préféré que je raconte Ce qui est le plus important pour vous, les choses comme vous les ressentez. Ben, ma perception, c'est qu'en 15 ans, et vous le savez bien avant moi, c'est que cette maladie a évolué, du moins dans les recherches. Vous savez plus de quoi vous parlez, si je puis dire. Il y a 15 ans, je n'étais pas au courant que j'étais atteint d'une maladie auto-immune. Ça m'est tombé dessus un peu comme la plupart. Mais comme il y a 15 ans, il y a 2 mois, j'ai été prise en charge. Alors, c'était dans l'hôpital Henri Mondor à Créteil il y a 15 ans, et là, c'était à l'hôpital Saint-Louis. J'ai été soigné assez rapidement. Après, c'était pas avec les mêmes outils, ni avec les mêmes gens qui m'encadraient. Ce que j'ai retenu, ce que j'ai pu en retenir, et ce que j'ai pu dire aussi au personnel dernier que j'ai pu rencontrer, c'est que je vais dire peut-être quelque chose d'évident, c'est que toute prise en charge, tout accompagnement est très bien s'il est accompagné de paroles. Et ce qui a été vraiment le cas ces derniers mois à l'hôpital Saint-Louis, c'est que
tous les gestes, toutes les interventions qu'on a pu faire avec ou sur moi ont été accompagnées de paroles, d'explications, jusqu'à me donner cette BD en fin de séjour pour comprendre un peu mieux, d'une manière pédagogique, la maladie que je n'avais pas vraiment saisie en 15 ans. Et donc voilà, donc ma perception, c'est un peu, je vous paraphrase peut-être par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que l'accompagnement du personnel est essentiel et que ça, moi, ça m'a beaucoup aidé, puisque c'est en partie grâce à ça que j'ai été soigné et que je vais bien maintenant. Mais voilà, voilà dans l'ensemble ce que je peux dire. Après, on peut toujours rentrer dans les détails, mais bon, je pense pas avoir le temps. Non, merci beaucoup. Je pense que c'est moi qui vous paraphrase, puisque en fait, je rapportais les éléments que justement étaient rapportés par les patients. Et donc, c'est votre expérience qui permet de guider un peu les besoins de communication et la façon avec laquelle on peut répondre à vos attentes, au moins en information. En tout cas, au nom de nous tous qui avons participé aujourd'hui à cette journée maladie rare, on vous remercie très sincèrement parce que votre retour et votre témoignage d'expérience est vraiment un guide pour nous, et une façon pour nous d'avancer et de faire mieux. Merci. Merci beaucoup. Également, merci à vous aussi. Merci, effectivement, votre témoignage est absolument crucial pour nous pour pouvoir réorienter justement nos intérêts, en tout cas médicaux, par rapport à vos besoins. Donc, merci encore. Alors, maintenant, je vais passer la parole à Jonathan Lévy et Iline Capril pour nous parler du plan France Médecine Génomique 2025 avec un retour d'expérience en particulier à l'hôpital Robert Debré sur 2 préindications. Donc, je pense que c'est Jonathan qui parle en premier ou Iline? C'est moi qui vais faire l'introduction. Très bien. Donc, tous les deux, on va vous présenter un petit peu notre expérience de la mise en place du plan. Alors, à 2 voix, parce que le côté clinique pour ma part, qui suis généticienne clinicienne, et le côté biologique pour Jonathan, qui est cytogénéticien. Nous sommes tous les deux dans le département de génétique de Robert Debré et nous faisons partie du centre de référence à la fois anomalie du développement avec ou sans déficience intellectuelle et le centre de référence déficience intellectuelle également. Donc, première diapositive. Donc, la démarche diagnostique, c'est le cœur de notre métier de généticien, de comprendre d'où vient l'anomalie du développement et où l'anomalie intellectuelle des patients. Et les outils qui sont à notre disposition ont évolué dans le temps pour essayer de comprendre quelle était la cause génétique de ces anomalies chez les enfants. Et depuis quelques années, on assiste à une révolution technologique grâce à la mise en place de séquençage haut débit, voire très haut débit, qui permet de faire des analyses rapides et de beaucoup plus de gènes en même temps, voire de faire une analyse pangénomique de la totalité du patrimoine génétique. C'est notamment le cas du génome qui permet à la fois d'avoir une idée de l'ensemble du patrimoine génétique, qu'il soit codant ou non codant. Donc, diapositive suivante. Le gouvernement, depuis les années 2015-2017, s'est intéressé à la mise en œuvre d'un accès plus facile à ces technologies qui sont coûteuses, mais dont ils ont bien saisi l'intérêt. Et depuis quelques années maintenant, a été mis en place un plan pour pouvoir financer l'accès et faciliter l'accès au génome dans les maladies rares et dans les cancers rares également. Donc, depuis quelques années, une mise en place de cet accès a été opérée grâce aux filières qui ont décidé des préindications qui pouvaient être accessibles
à cette technologie pour les maladies rares et pour les cancers. Et donc, on va s'atteler à vous présenter les données de nos deux préindications phares qui sont traitées dans notre centre de référence. Pour cela, il a fallu mettre en place un circuit de prescription avec une liste de prescripteurs et un circuit également de patients pour que chacun puisse accéder à cette technologie. Et ça a également nécessité une formation des biologistes pour pouvoir gérer les données et analyser les données de séquençage. Donc, l'organisation actuelle, c'est que les patients sont reçus lors de consultations médicales et le dossier des patients est discuté en amont d'une prescription pour savoir si la pathologie dont ils sont atteints peut être accessible à un génome pour essayer d'avancer dans le diagnostic de ces patients. Une fois que le dossier a reçu un accord pour la prescription d'un génome, à ce moment-là, les patients sont revus avec leurs deux parents pour être prélevés en trio. C'est très important pour pouvoir faire une analyse plus simple et plus complète de ces données. Et le temps d'analyse dont va parler Jonathan nécessite parfois un retour entre le biologiste et le clinicien avec des discussions post-analytiques pour permettre d'aboutir finalement ou pas à un diagnostic. Je pense que c'est Jonathan qui va prendre maintenant la parole pour la partie biologique. Diapositive suivante. Donc, qui valide les génomes? Ce sont des médecins et des pharmaciens qui sont biologistes et qui ont au minimum un agrément en génétique moléculaire, voire parfois un agrément en cytogénétique constitutionnelle. Et il faut une habilitation préalable par le laboratoire Sequoia à la validation de génome dans des préindications spécifiques. Ça peut être la déficience intellectuelle, les troubles du spectre autistique, les syndromes malformatifs. En tout cas, c'est dans une indication qui est le champ de compétences du généticien qui va prendre en charge le dossier. Et donc, on a la possibilité d'accéder au dossier sur le web. Il y a 2 sites web qui existent, qui sont sécurisés. Le site SPICE permet d'accéder aux données cliniques et également aux données techniques de la réalisation du génome. Et les données purement génomiques, donc qui vont consister à l'ensemble des variants, qui soient des variants de la séquence ou des anomalies cytogénétiques, seront dans le site GLIV lorsque le biologiste prendra en charge le dossier. Diapositive suivante. Donc, lorsque le biologiste prend en charge un dossier sur GLIB, il faut savoir qu'il y a environ 1 semaine avant de pouvoir accéder aux données et qu'en termes de quantité de données générées, on a environ 6 à 9 millions de SNV d'Indel qui sont par patient et également 50 000 à 60 000 CNV. Donc, ce sont des données qu'il faut analyser, filtrer, qu'il faut mettre en comparaison. Par exemple, lorsqu'on fait une puce à ADN, on a environ 10 à 20 anomalies à étudier. Là, on a des millions d'anomalies. Donc, il va falloir utiliser des filtres, trier sur le phénotype, sur des modes de ségrégation, de novo, récessif, hétérozygote composite, et bien sûr, discuter avec le clinicien qui a prescrit l'analyse afin de détailler les hypothèses diagnostiques qui ont été mises en évidence par l'analyse. Au décours de cette analyse, on a la possibilité de réaliser 2 types de comptes rendus. Un compte rendu concluant qui est donc un compte rendu pour lequel on a établi le diagnostic par la mise en évidence de variants qui sont probablement pathogènes ou pathogènes, et des comptes rendus non conclusifs qui incluent à la fois des variants de signification incertaine qui constituent des hypothèses diagnostiques, qui sont des variants qui sont possiblement impliqués dans le phénotype du patient, mais pour lequel il n'y a pas suffisamment d'éléments dans la littérature ou d'investigation qui sont nécessaires, ou alors tout simplement des comptes rendus non conclusifs lorsqu'on a mis en évidence aucun variant d'intérêt. On va donc diffuser le compte rendu au prescripteur via le site SPICE et donc rediscuter du dossier dans des RCP d'aval, d'où la nécessité de réaliser des examens complémentaires qui soient biologiques, génétiques, d'imagerie, un conseil génétique
à proposer aux patients, et bien évidemment, un diagnostic prénatal lorsqu'il s'agit de variants de classe 4 ou 5. Diapositive suivante. En termes de données quantitatives et qualitatives de génome, dans la déficience intellectuelle, à Robert Debrun, on a réalisé déjà 211 génomes depuis le début et on a rendu à peu près 80%. Dans les syndromes malformatifs, on a 160 génomes avec environ 83% qui ont été rendus. Dans les troubles du spectre autistique, c'est plus d'une centaine de génomes avec également le même pourcentage. Et donc, du début de prise en charge de l'examen par un biologiste référent jusqu'à la réalisation de compte rendu, en moyenne, sur les données qu'on a colligées et récupérées, on a à peu près 8 mois de délai de rendu pour les syndromes malformatifs et pour la déficience intellectuelle, environ 7 mois en délai moyen. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce délai est extrêmement variable selon si on retrouve un variant qui est évident et qui explique l'ensemble de la symptomatologie, ou bien alors si on a un dossier très compliqué avec énormément de variants à analyser, à étudier, et qu'on a une confrontation clinico-biologique qui est importante. Au décours de cette analyse, on a à peu près 34% de comptes rendus qui sont concluants, avec un diagnostic établi dans la déficience intellectuelle, et 27% dans le cadre des syndromes malformatifs. Dans les comptes rendus non conclusifs, donc qui constituent l'immense majorité, on a à peu près 10% de VSI qui sont des hypothèses diagnostiques qui nécessitent d'étayer les études par des études complémentaires, qui peut s'agir d'études de ségrégation, des études fonctionnelles, des études de méthylation, ou bien alors des appels à collaboration internationale sur des gènes qui sont peu ou pas décrits à l'heure actuelle. Il faut savoir que lorsque le compte-rendu est non conclusif, on ne s'arrête pas là. Il y a des réanalyses qui sont possibles. Alors, s'il y a un élément clinique nouveau qui est précisé par le prescripteur, ou bien alors à l'initiative du laboratoire pour lequel on a des avancées technologiques qui sont mises en évidence avec de nouveaux logiciels, de nouveaux outils d'analyse qui permettent de réanalyser donc, ces génomes qui sont non conclusifs. Diapositive suivante. Alors, on va présenter du coup 2 cas pour illustrer un petit peu ce propos. Donc, le premier cas est un cas d'un patient qui avait été vu en consultation à plusieurs reprises pour l'association d'une cardiopathie de type translocation des gros vaisseaux avec une polydactylie, une microcéphalie et un retard des acquisitions, et pour lequel les explorations anténatales et postnatales, essentiellement chromosomiques, n'avaient pas identifié d'anomalie particulière. Donc, ce patient a été revu dans la préindication déficience intellectuelle avec anomalie du développement, et un génome a été prescrit en trio. Et donc, l'analyse du génome a mis en évidence une anomalie cytogénétique qui était non visible par les techniques conventionnelles et pas visible au karyotype standard puisque c'était inférieur au seuil de détection. Ce qu'on voit sur cette image, c'est une image d'une translocation réciproque entre les chromosomes 4 et 16 qui a un niveau de résolution jamais égalé jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on arrive à voir le point de cassure au nucléotide près. Et donc, ce qu'on voit chez ce patient, c'est qu'on a un point de cassure qui est au niveau du chromosome 4 sur un gène qui est critique dans le syndrome de Wolff-Hirschhorn. Donc, on a une translocation, on a un échange de fragments chromosomiques où on voit le point de cassure au nucléotide près. On voit également des remaniements au niveau du point de cassure, des délétions de nucléotides donc, qui sont bien évidemment non identifiables par des techniques de cytogénétique conventionnelles. Et on a un diagnostic, en fait. On a un diagnostic puisqu'on a cette interruption de ce gène critique dans ce syndrome. Et donc, une étude rétrospective sur l'ensemble des dossiers que l'on a rendus montre qu'il y a un apport diagnostique de plus de 50% sur des CNV ou des variants de structure qui sont pathogènes et qui ne sont pas mises en évidence par des outils qu'on utilise actuellement, qui sont le karyotype standard, l'analyse chromosomique sur puce ADN, la fiche. Donc, on a un véritable apport diagnostique uniquement sur la partie cytogénétique, sans considérer tout ce qui est variant de séquence nucléotidique. Donc, on va passer au deuxième cas clinique, qui est donc celui-ci un petit peu plus complexe, puisque on a des variations dont la signification sont incertaines. Donc, on se trouve dans la plus grosse partie des patients avec génome non concluant d'emblée, mais pour lequel il y a quand même une hypothèse diagnostique. Donc, il s'agissait d'une patiente issue de parents apparentés qui avait présenté un retard de croissance intra-utérin qui n'était pas majeur initialement, mais qui s'est en postnatal aggravé
avec une microcéphalie qui s'est constituée et qui est devenue profonde. Un déficit en hormones de croissance et un retard global des acquisitions. Elle avait eu plusieurs explorations assez poussées, que ce soit des explorations chromosomiques et des explorations de panels de gènes de microcéphalie sans que l'on ait pu mettre en évidence d'anomalies. Et on cherchait dans un premier temps une anomalie potentiellement récessive avec la présence d'une consanguinité chez les parents. Et finalement, le génome en trio nous a un petit peu perturbés. Donc, en fait, c'est un génome en trio qui a pris énormément de temps à analyser. Il faut bien préciser que c'est le type de génome qui est très difficile, qui m'a pris plus d'une journée d'analyse parce que j'avais la notion qu'il y avait vraiment quelque chose chez ce patient. Et donc, en analysant très précisément le génome, j'ai trouvé 2 variants qui sont des variants difficilement mis en évidence par des techniques classiques, dans la mesure où il s'agit de variants qui ont été mis en évidence dans un gène qui a été rapporté que 2 fois dans la littérature, qui colle avec le phénotype. Donc, un variant qui est très délétère et un variant synonyme qui, pour avancer, nécessite d'études de l'ARN. On voit sur ce variant, c'est que le dossier, même si on a rendu ces variants de signification incertaine, ça nécessite des explorations complémentaires. Donc, comme il y a un frère dans la famille, on va faire une étude de ségrégation familiale. Dans la mesure où il s'agit d'une enzyme, on va faire un dosage enzymatique sur l'étude de fibroblastes. Et donc, sur le dernier variant donc, qui altère probablement l'épissage, il va falloir faire une étude de l'ARN. Donc, typiquement, ce genre de dossier qui prend énormément de temps pour l'analyse n'est pas conclu lorsque le génome est rendu, mais ça nécessite un certain nombre d'explorations complémentaires afin d'établir le diagnostic définitif chez cet enfant. Donc, pour conclure, et ce sera notre dernière diapositive, c'est vrai que l'intégration du génome dans le parcours de soins des patients est possible, mais ça nécessite quand même une préparation et une organisation, un circuit patient assez conséquent, qu'il est encore parfois difficile de mettre en place sur tout le territoire. Ça réduit l'errance diagnostique pour un certain nombre de patients. Environ 30% des patients qui ont eu accès à cette technique ont pu avoir un diagnostic d'emblée, mais il reste encore une proportion très importante de patients sans diagnostic à l'issue de cette analyse, avec une partie également non négligeable de patients pour lesquels il existe des hypothèses diagnostiques, mais qui vont déboucher sur d'autres problématiques, à savoir de mettre en place des études fonctionnelles, des études complémentaires pour essayer de confirmer ces hypothèses ou de les infirmer. Et ça, ce sont des coûts et des moyens qui sont encore pour l'instant non financés. Donc, ça nécessite encore du travail derrière ce génome pour les patients qui n'ont pas de diagnostic. Et donc, on est à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez. Donc, merci beaucoup à tous les deux pour nous avoir montré déjà l'ampleur de l'avancée depuis l'ouverture de ces génomes. J'aurais juste une petite question au départ, parce que en fait, vous nous avez bien montré que ça prenait beaucoup de temps d'analyser, et donc avec l'accès au génome, on va avoir besoin d'une expertise humaine pour l'interprétation de ces résultats. Est-ce que vous pensez que se développera à l'avenir des outils qui vous permettront de passer un petit peu moins de temps ou de pouvoir présélectionner des gènes en rapport avec les pathologies, en particulier les signes cliniques? Alors, on a la possibilité déjà d'emblée de faire des panels dans des pathologies d'intérêt. Donc, on a des outils qui sont développés en permanence. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière Sequoia, il y a une équipe informatique avec qui on travaille énormément et dont l'objectif principal est d'améliorer ces outils bioinformatiques pour permettre de détecter plus rapidement des variants pathogènes ou probablement pathogènes. Et des données que je ne vous ai pas présentées, mais que je peux vous donner à l'oral, c'est que les délais d'interprétation au cours du temps deviennent de plus en plus courts. C'est-à-dire qu'on est passé de 8 mois à 2023, en moyenne 3 à 4 mois pour rendre un diagnostic. Donc, c'est vraiment, tout est fait pour améliorer
l'utilisation par le généticien de l'interface GLIV afin d'arriver au diagnostic le plus facilement possible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, selon l'origine ethnique, par exemple, du patient, on peut avoir beaucoup plus de variants à analyser. Et ça, c'est des données incompressibles. C'est-à-dire qu'on va se retrouver, par exemple, avec une centaine, 200 variants. Et ça prend le temps parce que parfois des variants et des gènes ne sont pas connus. Donc, il faut interroger les bases de données internationales, regarder s'il n'y a pas des variants qui ont été rapportés. Donc, il y a du temps qui sera forcément incompressible, du temps de recherche, d'analyse, que même les outils informatiques qui seront développés à l'avenir ne pourront pas contrer. On voit que ça avance, merci. Donc maintenant, je vais passer la parole à Nadia Belmatou pour nous parler de la transition d'enfants-adultes pour les maladies lysosomales avec aussi un témoignage de patient. Bonjour, je suis le Dr Nadia Belmatoug, centre de référence des maladies lysosomales. Je travaille dans le service d'Agnès Lefort en médecine interne à l'hôpital Beaujon. Qu'est-ce qu'une maladie lysosomale? Alors, tout d'abord, le lysosome. Il s'agit d'un organite intracellulaire, des petites sacules de 0,5 microns qui sont présents dans toutes les cellules de mammifères sauf les globules rouges. Et au sein de ces lysosomes existe un équipement enzymatique qui est très riche et qui sert à dégrader les membranes quand elles arrivent à fin de vie ou toute macromolécule quand elles arrivent à fin de vie. Il existe environ 60 maladies lysosomales. Ce sont des maladies génétiques qui sont rares, autosomiques, récessives, certaines sont liées à l'X, et donc l'accumulation de molécules non dégradées, parce qu'il y a un déficit en une enzyme lysosomale, va aboutir à une surcharge progressive, hétérogène, des organes, avec souvent une augmentation de volume des organes, une organomégalie, une infiltration de ces organes, avec à terme un dysfonctionnement de ces organes, et dans ces maladies génétiques, le début des symptômes est fréquemment chez l'enfant. Parfois, le diagnostic est fait à l'âge adulte, mais la maladie débute chez l'enfant. Alors, au centre de référence, on travaille avec les pédiatres de l'hôpital Trousseau, de l'hôpital Necker. Il y a aussi un centre adulte à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Donc, on s'est un peu réparti les maladies. Nous, au centre, médecine interne, on travaille sur cette maladie multisystémique qui est la maladie de Gaucher. Dans cette enzyme, dans cette maladie, manque une enzyme qui s'appelle la glucocérébrosidase, qui dégrade le glucocérébroside. Et donc, si cette enzyme est déficitaire dans cette maladie génétique, on aboutit à des dépôts qui se font dans des macrophages, du foie, de la rate et des os, donc hépatosplénomégalie et atteinte osseuse. On prend aussi en charge une maladie lysosomale qui s'appelle la maladie de Niemann-Pick B, qui également a un déficit enzymatique qui s'appelle la sphingomyélinase, qui n'arrive pas à dégrader la sphingomyéline, qui va donc se déposer également dans le foie avec des risques de cirrhose, dans la rate, un peu moins dans les os, pratiquement pas autant de manifestations osseuses, mais là, il y a un organe qui est très atteint, qui est le poumon, avec à terme une insuffisance respiratoire. Ces deux maladies, je reviens à la maladie de Gaucher et la maladie de Niemann-Pick B, elles ont un traitement. Ce traitement, c'est l'enzymothérapie substitutive. En fait, l'enzyme manquante peut être administrée par voie intraveineuse tous les 15 jours, tout d'abord en hospitalisation de jour, puis les patients sont traités en hospitalisation à domicile. Donc, on voit bien que lors de la transition enfant-adulte, il va y avoir une éducation des patients pour l'autonomisation des soins pour cette enzymothérapie en perfusion qui se fera à domicile. Vous avez bien compris que les missions des centres de référence sont nombreuses. Le diagnostic, le recours, la recherche, l'établissement de recommandations et la transition est un gros morceau qui nécessite vraiment une coordination, en particulier avec les services de pédiatrie avec lesquels on travaille. Donc, on va commencer par une brève intervention d'une patiente qui va nous décrire une phase de sa transition. Je m'appelle Sylvie, j'ai 40 ans et je vis dans le sud de la France. Et je suis atteinte d'une maladie de Gaucher. J'avais 2 ans lors du diagnostic, lors d'une visite de routine chez le pédiatre pour une bronchite. Et à la palpation, le pédiatre trouve une grosse rate. Donc il dit à mes parents qu'il faudra juste surveiller. Et la bronchite passée, mes parents sont orientés dans un service de pédiatrie pour surveiller. Et très rapidement, le pédiatre suspecte une maladie de Gaucher. Et tout ça, le diagnostic est confirmé et je vais vivre quasiment normalement. Les bilans sanguins, échographie, les consultations à l'hôpital m'ont rythmé mon enfance.
Mais à part cela, je vis complètement normalement. À l'adolescence, le pédiatre commence à dire à mes parents qu'il va falloir s'orienter vers un service d'adulte, enfin en tout cas qu'il va falloir y penser, mais ça ne se fait pas parce qu'il n'y a pas d'urgence et je crois que personne n'en a vraiment envie. Sauf qu'à 17 ans, les complications osseuses commencent, des douleurs très très violentes. En fait, ce sera des infarctus osseux au niveau des calcanéums. Et à ce moment-là, du coup, ça se gère tout en urgence et toujours en pédiatrie. Des traitements antidouleurs assez forts, des injections de Nubin, la crise passe. Mais 2 mois après, alors que je suis en cours au lycée, je suis prise de douleurs très violentes. Je fais en fait un hématome spontané sous-capsulaire de la rate. Et à ce moment-là, le pédiatre décide de me faire hospitaliser en urgence en service d'adulte. Et donc, c'est le choc parce que je ne connais pas du tout ce service, je ne connais pas du tout le médecin. Donc, j'ai 17 ans, je suis hospitalisée pendant 3 semaines sans avoir le droit de bouger. Donc, dans une chambre adulte et dans une chambre double, avec une gentille dame à côté qui a un cancer, avec un médecin et des infirmières que je ne connais pas. Donc, pour ce qui est de ma transition entre le service d'enfant et le service d'adulte, ça s'est fait très brutalement. Et en fait, on ne peut pas vraiment appeler ça une transition. C'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé les perfusions de Sérédase à l'époque. Et donc, mon suivi chez les adultes a commencé comme ça. Mais je pense qu'une vraie transition est nécessaire et je pense qu'il faut qu'elle ne se fasse pas dans l'urgence, justement, comme ça a été le cas pour moi. Idéalement, je pense qu'une consultation conjointe entre le pédiatre, avec le pédiatre et avec le médecin adulte serait parfaite. C'est important d'un point de vue médical à mes yeux, mais aussi d'un point de vue psychologique pour les adolescentes, les adolescents, les jeunes patients, et que ça ne se fasse pas dans l'urgence et dans la crise. Donc, on voit bien, ça fait plusieurs années, de nombreux progrès ont été réalisés depuis. On voit bien que là, il y a eu un problème d'anticipation et un problème de transition au moment où une maladie n'était pas stable. Les questions soulevées par la transition enfant-adulte sont pour des adolescents, c'est que le passage du cocon pédiatrique vers les secteurs d'adultes, c'est un véritable défi. Il y a une appréhension du changement, l'inquiétude des patients, des familles, des pédiatres. Ça conduit à une prise en charge en pédiatrie qui est parfois au-delà de l'âge limite. Et on voit des patients, par exemple, en pédiatrie qui ont 30 ans ou à carrément une rupture de soins. Il faut s'habituer à une consultation sans les parents, il faut que ce soit progressif et pas brutal. Le patient, l'adolescent doit acquérir son autonomie en soins, il doit prendre ses rendez-vous tout seul, il doit parler de sa vie professionnelle, sexualité, addiction, qui ne sont pas abordées dans les services de pédiatrie, ou en tout cas moins. Il doit faire face au changement de médecin, au changement de structure hospitalière. Et on a bien vu là, les 2 messages, c'est que la transition, elle doit être anticipée et qu'au moment du transfert, parce que dans la transition, en fait, il y a la transition dans le service de pédiatrie, après il y a le transfert, qui est un moment précis, et il y a la transition qui continue dans le service d'adulte. Et la maladie doit être stable au moment du transfert. Donc ce schéma très compliqué, en fait, on avait réfléchi au sein de G2M à un programme de transition. Et un programme de transition avec des visites régulières, des visites combinées avec le pédiatre et l'adulte, et avec un calendrier très précis. On a vite vu que ce n'était pas possible concrètement d'appliquer ce programme et on avait des retours des patients qui nous disaient, écoutez, il y a encore de gros problèmes. Donc on s'est dit, il va falloir poser la question aux parents, aux familles. Qu'en pensent les parents et les familles? Car ça doit être beaucoup plus simple que ce tableau très compliqué. Donc, on a décidé de faire un programme avec l'association de patients Vaincre les maladies lysosomales qui s'appelle Transition enfant-adulte dans les maladies lysosomales. Et pour faire ce programme, en fait, il fallait faire un état des lieux. Donc, une étude précise avec une méthodologie adéquate. Réaliser un état des lieux national des principales actions pour viser à assurer cette transition. Décrire les actions considérées comme les plus importantes pour concourir à la réussite de la transition enfant-adulte. La méthodologie, on a donné des questionnaires qui ont été validés et qui ont été élaborés par des associations de patients qui avaient déjà vécu la transition et qui forcément ne répondaient pas au questionnaire. Et le critère d'inclusion, ont répondu au questionnaire les patients et les familles quand l'enfant était encore en service de pédiatrie, donc avait-il entendu parler de la transition, qu'est-ce qu'on lui avait dit,
Il devait donc avoir 15 ans ou plus et sa maladie devait être prise en charge en secteur pédiatrique. Nous avons travaillé avec l'URC de la SEGP et le financement nous a été attribué par l'association Vaincre les maladies lysosomales. On a publié les résultats, on a beaucoup de résultats et je ne vais vous évoquer que les résultats principaux avec un pourcentage de plus de 90%. Et c'est sur ces priorités qu'on va travailler en priorité avec les pédiatres. Les familles, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent avoir l'assurance que la transmission et la connaissance du dossier médical est adéquate, du secteur pédiatrique et du secteur adulte. Ils sont vraiment très inquiets. Est-ce que l'on connaît ma maladie? Avoir l'assurance de la compétence de l'équipe médicale et paramédicale d'adultes, connaître sa composition, l'identifier et la rencontrer. Avoir des documents explicatifs sur la transition, information, communication, bénéficier de consultations conjointes dont on a parlé, pédiatre, médecin, une voire plusieurs sur les 2 sites, et identifier un coordonnateur qu'on pourra appeler, que les familles pourront appeler un coordonnateur de la transition. Donc, on a mis en place ces actions. Et donc, je vous cite Samira Zebich parce que c'est un pilier de notre centre de référence et c'est notre assistant médico-administratif et sans elle, je pense que le centre s'écroulerait. C'est un contact essentiel pour les patients et parents. Elle fait beaucoup de choses, mais elle fait cela. Et elle organise la mobilité, et ça, je crois que l'encadrement doit prendre en compte la mobilité d'un personnel, mobilité sur tous les sites pédiatriques et adultes, pour organiser les réunions de concertation pluridisciplinaires, les consultations combinées pédiatres, médecins d'adultes, on se déplace et ils se déplacent. Elle organise ses déplacements. La transmission et le partage du dossier médical, il n'y a pas que le dossier papier, il y a l'histoire médicale et il y a le dossier informatique, donc il faut jongler avec tout ça et des années avant le transfert. Et elle établit un annuaire des médecins spécialistes adultes. En fait, il faut qu'un enfant, dès qu'il entend parler de transition et sa famille, il sache de façon anticipée dans quel service d'adulte il sera dirigé lors de la transition. On a aussi mis en place, donc ça c'était les principales actions, l'organisation de journées patients qui rassemblent les pédiatres, médecins d'adultes, ce qui fait que moi, lorsque je vais dans ces journées, on fait de l'information, mais je rencontre des enfants, des adolescents qui vont passer en service d'adulte. Je les rencontre des années avant, je reçois des courriers des années avant. Il faut participer et faire des journées de formation des soignants, où les soignants pédiatriques et adultes se rencontrent. Et ça, on a souvent besoin de financement industriel pour cela. Des registres nationaux, on sait maintenant en France qu'il y a 69 enfants qui devront bénéficier de cette transition. Des programmes ETP, et on a en cours, grâce au financement de la DGOS, un programme ETP en distanciel parce que le déplacement des patients qui ont des maladies rares sur toute la France est difficile et qui s'appelle Enzimois pour pouvoir acquérir une autonomisation en perfusion. Ils nous ont demandé des documents, donc on a fait des livrets de transition. On a fait également pour MetaBERN, qui est notre réseau européen, on a diffusé ces informations sur la coordination et les consultations combinées et le désir d'information des patients, donc il faut communiquer. Et ce qui est en cours, ils nous ont demandé de faire une checklist pour savoir exactement sur toutes les actions pour avoir la transition été réalisée, une checklist transition médecin et une checklist transition enfants, adolescents, famille. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'améliorer les transferts des dossiers médicaux, dossiers histoire médicale, il y en a besoin de beaucoup de choses, parfois le carnet de famille, le livret de santé, l'implication des équipes paramédicales et sociales, ça on va travailler pour cela, et l'organisation d'une consultation multidisciplinaire de transition hors les murs, peut-être dans l'association de patients et surtout en Île-de-France pour diffuser l'information. Donc, en conclusion, ce que je dirais, c'est qu'il est essentiel d'établir en anticipant de bons liens entre les services de pédiatrie, ne pas être concurrent, ne pas garder ses patients, parce que c'est normal, les pédiatres ont fait un gros travail, ils ont parfois peur, en raison du manque de ressources et de spécialistes adultes, que tous ces résultats diminuent. Donc, établir des relations de compliance mutuelle. Il faut anticiper, préparer, individualiser. L'importance du transfert du dossier médical doit être anticipée, ce n'est pas au dernier moment ou un jour avant la consultation de transition. Et surtout, programmer des consultations communes. On apprend beaucoup. Nous, on apprend des pédiatres et les pédiatres apprennent de nous car comme ça, ils voient l'évolution de la maladie. Car avec les nouvelles thérapeutiques, l'histoire naturelle a complètement changé. Et puis, l'élément essentiel, si on n'a pas de ressources humaines, ce n'est pas possible. Donc, le fait d'avoir une personne coordinatrice est très demandé car c'est elle qui réceptionne tous les appels et les dysfonctionnements et elle est chargée d'organiser la transition. Je vous remercie et je remercie, il ne faut pas que j'oublie,
toute l'équipe parce que c'est très, très important. Et donc, assistante sociale, pharmacienne, psychologue, infirmière, attachée de recherche clinique et cadre. Et je remercie beaucoup Nicolas et Marine qui ont été très patients et très proactifs pour organiser tout cela. Merci beaucoup. Merci Nadia. On voit que c'est effectivement très riche. On posera les questions peut-être à la fin. Tout à fait. Merci. Merci. Alors maintenant, je vais passer la parole à Raphaël Bory pour nous parler d'une approche un petit peu différente qui est l'apport de l'épigénétique dans les maladies pulmonaires rares. Bonjour à tous, merci pour cette introduction. Donc, moi, je m'appelle Raphaël Bory, je suis pneumologue dans le service de pneumologie A de l'hôpital Bichat, qui est un centre de référence des maladies pulmonaires. Je travaille particulièrement sur la génétique des fibroses pulmonaires et en particulier la fibrose pulmonaire idiopathique, en particulier dans le service avec Bruno Crestani sur le plan clinique et avec Caroline Canendisser sur le plan génétique. Quelques mots sur les fibroses pulmonaires. Les fibroses pulmonaires sont définies par une accumulation de fibroblastes, de ces cellules qui vont fabriquer de la matrice extracellulaire et qui vont rendre ce tissu qui normalement est mou, qui est le poumon, devenir tout dur et conduire inexorablement à une insuffisance respiratoire chronique. Il existe de nombreuses étiologies aux fibroses pulmonaires, en particulier des maladies auto-immunes pour lesquelles on a été amené à collaborer depuis de nombreuses années, Nadia et moi, et avec d'autres services de médecine interne, et puis des expositions professionnelles, notamment à la MUC. La plus fréquente des causes, ou au contraire de pas de cause de fibrose pulmonaire, est dite idiopathique. Et malgré cela, il s'agit d'une maladie rare, avec un très joli travail qui a été réalisé par nos collègues d'Avicenne au sein de la plateforme, coordonnée par Hilario Donès et Boris Duchmal. Vous voyez que ces maladies sont rares, irréversibles et sévères, avec peu ou pas de traitement. Malgré la rareté de ces fibroses pulmonaires, on sait qu'il existe de manière anormalement fréquente des formes familiales de ces fibroses, qu'elles soient dans les fibroses pulmonaires idiopathiques, où jusqu'à 25% des patients décrivent un apparenté au premier degré atteint lui-même de fibrose pulmonaire, mais aussi dans des fibroses pulmonaires dites secondaires, en particulier dans les connectivites dont je viens de parler, comme la sclérodermie ou la polyarthrite rhumatoïde, où dans cette cohorte américaine récemment rapportée, 10% des patients rapportaient là aussi un apparenté présentant une fibrose pulmonaire. Et donc, ces simples remarques permettent de supposer une prédisposition génétique aux fibroses pulmonaires idiopathiques ou non idiopathiques. Je vais rentrer un tout petit peu dans les détails de la génétique. On s'intéresse en particulier quand on voit des arbres généalogiques, et en particulier, comme l'a été tout à fait bien montré par Eileen Capri et Jonathan Lévy tout à l'heure, celle de la génétique mendélienne. C'est des variants très rares qui sont exceptionnels dans la population générale et qui, quand ils sont présents, vont être associés à une pénétrance, c'est-à-dire un risque de développer la maladie particulièrement élevé. Puis à l'autre bout du spectre de la génétique, on a la génétique dite des polymorphismes, une génétique des populations, pour lequel ces polymorphismes sont plus ou moins fréquents dans la population générale, 10, 15, 20% dans la population générale, et qui vont être associés à une augmentation du risque de développer la maladie, qui sont moins pertinents sur le plan du conseil génétique, mais qui peuvent avoir de l'importance sur le plan de la physiopathologie de la maladie. Ce qui est compliqué dans la fibrose pulmonaire, c'est qu'on sait que dans au maximum 25-35% des cas de forme familiale de fibrose pulmonaire, on va mettre en évidence un gène avec des voies particulièrement nombreuses, y compris la voie des maladies lysosomales. Mais vous voyez, au maximum, on est à 35% de cas de forme familiale pour lesquels on met en évidence un gène responsable, dont on pense qu'il est responsable de la fibrose pulmonaire. Et ces résultats ont été récemment très bien mis en évidence par une équipe américaine. Vous voyez que moins de 25% des formes familiale est expliquée par une mutation sur un gène dont on connaissait la responsabilité dans ces fibroses et moins de 5% dans les formes sporadiques. Alors, qu'en est-il des autres formes familiales? À quoi sont-elles? Alors, on imagine qu'il s'agit d'un risque polygénique ou de certains polymorphismes qui peuvent s'associer pour augmenter le risque de développer ces maladies. Il en existe un particulier dans un gène qui s'appelle MUC5B, qui est un peu particulier par l'intensité de l'augmentation du risque, puisqu'il multiplie par 6 le risque de développer une fibrose pulmonaire idiopathique, dans la fibrose pulmonaire idiopathique, mais aussi dans un très joli travail collaboratif qui a été dirigé par l'équipe de rhumatologie de l'hôpital Bichat de Philippe Dieudé avec Pierre-Antoine Juge, où on voit un niveau de risque quasiment équivalent à celui mis en évidence dans la fibrose pulmonaire idiopathique, multiplié par 6 le risque de fibrose pulmonaire dans ces maladies. On se dit que ce risque, qui est présent dans 10% de la population générale, va augmenter considérablement le risque de fibrose. Alors pourquoi ce polymorphisme va augmenter le risque de fibrose et comment est-ce qu'il va modifier ce risque? C'est là où je vais parler un tout petit peu d'épigénétique. On a discuté tout à l'heure, on a vu que de l'ADN à la protéine, il y avait 2 phases qui étaient la transcription
et la traduction, et que ces phases pouvaient, et en particulier la phase de transcription, pouvaient être modulées par des mécanismes dits épigénétiques. Ces mécanismes d'épigénétique ne sont pas stricto sensu situés au niveau de l'ADN, mais vont modifier l'accès à l'ADN pour la machine de transcription par l'intermédiaire de nucléosomes en particulier, et de méthylation qui vont moduler l'accès de l'ADN et donc, in fine, moduler la transcription de cet ADN en ARN messager et donc modifier l'expression de ces gènes. Dans ce travail qui a été réalisé dans le laboratoire de David Schwartz et Ivana Young dans le cadre de ma mobilité soutenue par l'APHP, j'ai pu donc faire un travail d'évaluation de l'épigénétique et de l'impact génétique sur la régulation épigénétique chez les patients ayant une fibrose pulmonaire idiopathique. Nous avons étudié quasiment 200 patients contrôle, 200 patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique, dans lesquels nous avons extrait l'ADN à partir des poumons de ces patients. Et vous voyez que l'analyse, là encore, requiert des capacités et des qualités bioinformatiques qui ne sont pas les miennes, d'ailleurs, puisqu'il y a 8 millions de SNP, 8 millions de petites anomalies, de petites modifications génétiques qui vont être interprétées, qu'au niveau transcriptomique, il y a plus de 21 500 ARN messagers de gènes et 58 000 transcrits qui vont être analysés, et plus de 710 000 sondes au niveau de la méthylation qui, là encore, vont être analysées. Vous voyez, imaginez que je ne vais évidemment pas rentrer dans les détails, mais ces détails pourront être discutés au cours d'un journal club organisé par l'ATS au début du mois d'avril pour ceux qui sont intéressés, mais pour n'en parler que très brièvement, quand on s'intéresse par exemple à ce gène qui s'appelle MUC5B que j'ai introduit tout à l'heure, ou à cet autre gène qui s'appelle DSP, qui lui aussi est impliqué dans la fibrose pulmonaire idiopathique, on voit que le niveau d'expression et le niveau de méthylation va varier en fonction du génotype sur ce gène et en fonction du fait que les patients soient atteints d'une fibrose pulmonaire ou pas, comme on peut le voir sur ces deux graphiques. Beaucoup d'autres informations, et donc on voit l'impact que va avoir le génotype, d'une part sur la méthylation au niveau de ces gènes, mais aussi sur la transcription de ces gènes en ARN messager chez les patients présentant une fibrose pulmonaire idiopathique. Alors, on en est, c'est vraiment de la science tout à fait fondamentale, très fondamentale même pour moi qui suis clinicien. On voit que ces polymorphismes vont avoir une importance. On ne sait pas encore comment très bien les interpréter, comment les apprécier. Ils vont moduler, il faudra probablement les intégrer dans notre réflexion, dans la transmission de ces maladies, mais aussi dans leur pénétrance. Et peut-être, dans un avenir pas tout à fait proche, mais pas trop éloigné, je l'espère, on pourra peut-être modifier ces méthylations, moduler l'expression en ARN messager au niveau de la protéine, puisque la thérapie génique n'est pas toujours l'objectif. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup, Raphaël, de nous avoir montré toute l'importance de l'épigénétique. Alors, on a 1 minute, et donc j'essaye de trouver ces questions. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une... non, ça, c'est pas ça. La dernière question, ces apports sont très intéressants. Le génome apportera une grande aide pour la thérapie génique. Où en est-on, peut-on résumer les avancées en matière de TD et les DL? Alors. Je ne sais pas si Jonathan ou si Iline veulent plutôt répondre à cette question ou si vous voulez me la laisser. Alors, je lis la question sur les avancées en matière de TMD et DI. Peut-être, Iline, tu pourras répondre sur tout l'aspect thérapeutique dans la déficience intellectuelle et les troubles du neurodéveloppement, sur l'apport du génome sur les thérapies. C'est un sujet que moi, je ne maîtrise pas beaucoup. Alors après, c'est vrai que sur l'aspect thérapeutique, on est très prudent puisque on a, bien que les mécanismes soient de mieux en mieux connus, on a quand même un pas énorme, un gouffre énorme à passer avant de trouver une molécule qui pourrait potentiellement avoir un effet et avant de pouvoir la tester chez des patients. C'est vrai que ça reste... nous, on est, en tant que généticien, on est essentiellement là pour essayer de poser un diagnostic. On est beaucoup plus réservé sur l'accès à une une thérapie derrière, parce que il faut être honnête, en dehors des maladies métaboliques, déficit enzymatique, pour la plupart des déficiences intellectuelles ou troubles du neurodéveloppement,
Il ne s'agit pas de protéines qui peuvent être substituées facilement, en tout cas. Alors, si je peux faire une petite remarque pour valoriser les travaux qui ont été réalisés au sein des groupes hospitaliers. Les essais cliniques dans la thérapie génique sont quand même très, très difficiles avec très, très, très peu de succès. Et en revanche, au cours des dernières années, il y a eu beaucoup d'études cliniques qui ont été positives plutôt avec des stratégies d'ARN d'interférence ou d'ARN messager. Et en particulier, 2 travaux qui ont été coordonnés ou co-réalisés sur les amyloses et dans la porphyrie. Alors, je ne connais pas tous les travaux dans les groupes hospitaliers, mais des travaux de très grande envergure qui probablement seront un tout petit peu plus accessibles en termes pour nos patients avec des maladies génétiques. Et peut-être aussi une compréhension d'autres mécanismes comme l'effet des HDAC, par exemple, qui pourrait être ciblé, même si c'est en intracellulaire. Donc, ça avance quand même beaucoup au plan technologique et grâce au fait qu'on comprend aussi beaucoup les mécanismes des maladies. On vous remercie beaucoup. Alors, il y a... de faire un génome lorsqu'une maladie rare a un diagnostic. Ceci pour la thérapeutique. Voilà, ça soulève. Alors, peut-être que Eileen et... Alors, la question est, est-il souhaitable de faire un génome lorsqu'une maladie rare a un diagnostic? Oui. Généralement, quand on se retrouve dans la situation de réaliser un génome alors qu'on a déjà un diagnostic génétique, ça suspecte une double pathologie. Ça nous est arrivé de prendre un génome pour lequel on avait une pathologie, mais qui ne collait pas parfaitement avec l'ensemble du tableau clinique présenté par l'enfant. Et donc, l'analyse du génome a déjà montré, sur les résultats qu'on a obtenus, on a déjà trouvé des patients avec 2, voire plus de pathologies génétiques. Donc, éventuellement, c'est tout à fait possible de le réaliser, même si on a un diagnostic qui est établi, pour trouver donc un deuxième, voire un troisième diagnostic génétique. Dans les études, visiblement, on a deux maladies génétiques dans environ 5% des exomes qui ont été réalisés. Et pour la thérapeutique, ça rejoint ce qui a été dit par Eileen. Malheureusement, dans le cadre de la déficience intellectuelle et des syndromes malformatifs, on n'a pas, à ma connaissance, et puis la connaissance de Eileen, de thérapeutique en dehors des pathologies qui sont des pathologies métaboliques ou autres. Par contre, l'aspect thérapeutique n'est pas toujours le premier aspect qu'il faut mettre en avant quand on fait une démarche diagnostique. Il y a aussi le conseil génétique qui est important. Absolument. Et puis pour ce patient qui potentiellement sera amené à avoir des enfants, ou pour ses frères et sœurs qui pourront se poser la question de savoir s'il y a un risque de voir la maladie réapparaître, et donc d'avoir un diagnostic de certitude. C'est vraiment le seul moyen de donner un conseil génétique fiable à la famille. Absolument, c'est un très bon point, justement, pour toute la famille, pas uniquement pour le patient concerné. Merci beaucoup à tous. Je pense que maintenant, il est temps de donner la parole à nouveau à Monsieur Deville, ou est-ce qu'il y a une intervention, une conclusion possible? Voilà. Bonjour. À nouveau. Rebonjour à tous. Je vais être très bref. Les 4 interventions ont permis d'illustrer, je crois, assez bien, et même très bien, les différentes missions, les différents champs d'intervention des centres de maladies rares. D'un côté, 2 présentations tout à fait remarquables qui montrent l'apport scientifique de la génétique ou de l'épigénétique, une médecine, enfin des recherches et une médecine de grande précision grâce aux techniques dont on dispose. Et on voit là la force aussi du plan France Médecine Génomique et la chance d'avoir un outil comme Sequoia aujourd'hui. Autant pour ce qui a été dit dans la dernière intervention par le recours à l'épigénétique pour caractériser des choses. Et puis de l'autre côté, les 2 autres présentations tout aussi intéressantes auxquelles j'étais très sensible, qui montrent que vous vous intéressez à la prise en charge globale des patients, au-delà du soin, en essayant d'aider les patients à mieux vivre leur maladie, à penser à leur parcours de vie. Parcours de vie, c'est aussi la transition de l'enfant adolescent à l'adulte. Et c'est vrai que c'est particulièrement important ce que vous avez dit avec les difficultés que ça recouvre. Mais ce travail que vous avez fait me paraît tout à fait essentiel pour qu'il n'y ait pas de rupture, qu'il y ait une bonne continuité. Et puis, tout ce qui a été
fait aussi et présenté dans la première présentation, qui est comment on informe le mieux possible les patients pour en faire des acteurs de leur prise en charge. Voilà, c'est ce que j'avais à dire en essayant de résumer comment j'ai compris vos 4 interventions, qui me laissent voilà, tout à fait admiratif de ce que j'ai entendu et du travail que vous faites les uns les autres. Et franchement, bravo et continuons et au plaisir de vous retrouver pour un prochain webinaire. Merci, merci aussi de votre soutien. Je pense qu'on doit avoir aussi en ligne Monsieur Carrel ou notre doyen Ruziewski. Les deux sont là. Donc les deux sont là, on est ravis. Les deux sont là. On est ravis. Laisse la parole. Écoutez, dans l'ordre qui est sur la diapositive, je vais dire quelques mots, mais là aussi, comme Pascal Devy, très, très brièvement, déjà pour remercier pour ce webinaire très passionnant. Et puis au-delà du webinaire, pour remercier à la fois les... Alors, attendez, excusez-moi, pour remercier notamment toutes les personnes qui, dans les 2 GHU, développent leur activité autour de la prise en charge des maladies rares. On est évidemment là dans une phase d'attente des décisions de la DGOS sur la relabellisation ou la labellisation des demandes des centres maladies rares qui ont été déposées à l'automne. Indépendamment de ce résultat, évidemment, qu'on attend, moi, je voudrais vraiment remercier l'ensemble des équipes qui ont contribué à cette réponse à l'appel d'offres et remercier aussi les gens qui les ont aidés. Voilà, Marine Eskenazi, Raphaël Bory et Julien Léger qui jouent un rôle de coordination très important, et Ladislas Carsanti, puis voilà, j'oublie aussi plein d'autres personnes. Et pour rappeler et redire que voilà, dans nos hôpitaux universitaires, les maladies rares sont vraiment une prise en charge emblématique, évidemment sur des situations très particulières, mais qui, à mon sens, pavent finalement le chemin de la prise en charge des pathologies les plus fréquentes, puisque moi, je considère que la façon dont on prend en charge les maladies rares pave le chemin de la médecine personnalisée, qui sera finalement une façon d'appliquer aux pathologies les plus fréquentes ce que l'on met déjà en œuvre. Et je trouve que ce qui a été présenté par Lynn Capri dans les vies est particulièrement intéressant à cet égard, pave le chemin vers ce qu'on fera dans les maladies les plus fréquentes dans notre CHU. Donc merci, et merci aux personnes qui ont participé à ce webinaire et qui contribuent à les organiser. Et je laisse donc la parole à Philippe Wisniewski. Merci Jean-Claude. Merci surtout à tous les intervenants de ce webinaire que j'ai trouvé passionnant. Je pense qu'il en faudra beaucoup d'autres comme celui-là. On a abordé un certain nombre de sujets relatifs aux maladies rares, hein, annonces, transition, génétique, épigénétique, génomique. On a donné des exemples de certaines d'entre elles, évidemment d'un tout petit nombre d'entre elles. Le doyen, face aux maladies rares, il se trouve confronté à ces 2 sujets habituels, la recherche et l'enseignement. S'agissant de l'enseignement, c'est vraiment très compliqué parce que chacun d'entre nous, médecins et soignants d'ailleurs, s'occupe de patients ou de pathologies rares, les voit avec la loupe grossissante que chacun d'entre nous leur apporte, et on se retrouve ensuite à faire passer un certain nombre d'éléments pédagogiques sur ces maladies rares, qui, comme leur nom l'indique, ne sont pas fréquentes et donc justifient quand même pas toujours l'intérêt de nos étudiants, à mon avis, au niveau qu'il faudrait. Et c'est vrai qu'il faut aussi se mettre à la place de ces étudiants qui se retrouvent face à une masse de connaissances à avoir et qui se focalisent, et c'est normal, et d'ailleurs nous les focalisons par nos programmes, sur les maladies fréquentes, parce qu'on leur demandera de savoir reconnaître, traiter un diabète, une hypertension artérielle, un cancer plus fréquent.
Donc, c'est vrai qu'en tant que doyen et en tant que pédagogue, on a une réflexion à avoir sur la manière de faire passer la pédagogie sur les maladies rares, qui, c'est vrai, et Jean-Claude Carrel a tout à fait raison de le souligner, ont, à mon avis, une valeur exemplaire comme, finalement, fil guide vers les maladies fréquentes. Et puis, sur le champ de la recherche, alors là, je suis très à l'aise pour dire que, véritablement, les unités, les centres de recherche de l'UFR consacrent une énergie absolument considérable à ces maladies rares, au point, pour certaines d'entre elles, d'avoir été à l'origine de traitements qui ont été approuvés par les plus hautes instances administratives françaises, européennes et plus récemment même américaines. Évidemment, c'est une source de fierté que d'être capable, grâce à des travaux extrêmement précis et de très très grande qualité, finalement de dérouler tout le paysage jusqu'au traitement, jusqu'à la découverte et à la mise à disposition de nos patients de traitements originaux. Donc voilà, c'est ça que je voudrais dire. Dire que, évidemment, tout ça suppose, et le GHU Nord, comme d'ailleurs aussi le GHU Centre, les deux GHU rattachés à UPC, sont des GHU exemplaires en termes de centres référence maladies rares. Je suis très confiant, comme Jean-Claude Carrel, dans ce qui va se passer dans les prochaines décisions qui vont arriver. Mais il faut savoir que tout de même, nous contribuons pour une très très grosse partie du paysage national à l'identification, à la compréhension et au traitement de ces maladies. Donc voilà, moi j'attends les prochains webinaires suite des maladies rares, parce que je pense qu'aujourd'hui on a bien abordé le sujet. Il y a, comme vous le voyez, encore beaucoup de choses à en dire. Merci à tous pour ce webinaire très riche. À très bientôt. Et surtout, je voudrais aussi remercier Elia Azoulay de nous avoir accueillis sur site aujourd'hui. Et puis surtout aussi à tous les acteurs de la plateforme d'expertise, sans qui on n'aurait pas pu faire grand-chose. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Un grand merci. Très bon après-midi. Merci. Au revoir. Également.